BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entreprise BFM avec, vous allez voir, un serial entrepreneur cette semaine puisqu'on va accueillir dans un instant François de la Villardière, cette fois-ci pour Artefact dont il est le président. Et en fin d'émission, on vous annoncera l'arrivée d'un nouveau club de Business Angels avec Johan Hébert, le fondateur de NetApp6 et le président de MoveJ Angels. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Arnaud, je le disais, on accueille un serial entrepreneur. François de la Villardière, rappelez-nous son parcours. Alors, on accueille, pour rester d'abord dans l'actualité, notre invité dirige une entreprise qui compte dans l'univers du numérique français, en particulier dans le domaine de plus en plus pointu, qui est le marketing digital. Dans ce domaine du conseil, Artefact se positionne à la pointe en matière de data et d'intelligence artificielle, avec en particulier l'intention de développer une offre intégrée, un one-stop shop, dit-on dans le jargon, un guichet unique dans le français non geek, au carrefour du conseil, de la data, donc de l'IA et de la pub. C'est la raison d'être de la fusion qui l'an dernier a donné naissance à ce groupe. Il est né de la fusion entre Artefact, qui a été fondé en 2015 par 3 polytechniciens, Vincent Luciani, Philippe Rollet et Guillaume de Roquemorel, et NetBooster, dont François de la Villardière présidait déjà le conseil d'administration. Mais comme vous l'indiquiez, Philippe, ce n'est pas la première aventure entrepreneuriale, loin s'en faut, de notre invité. C'est en effet un briscard du numérique qui se présente à ce micro. Dès 1996, je parle sous votre contrôle, il avait créé avec son associé de l'époque l'agence Business Interactive, qui est devenue rapidement l'un des leaders internationaux du marketing à la performance, avant que ses fondateurs de la revente, c'était à Publicis, si ma mémoire ne me trahit pas. Rien d'étonnant dès lors à ce que ces nouvelles créations clignotent fortement sur le radar des observateurs de la French Tech. On en veut pour preuve le diplôme officiel de société française en hypercroissance qui a été remis à Artefact par Mounir Majoubi, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre qui est chargé du numérique. On espère que cette émission vous donnera l'occasion de nous en dire plus sur ce que vous souhaitez mener en matière d'hypercroissance, justement. Merci Arnaud, bonjour François de la Villardière. Bonjour. Question, on ne va pas remonter le temps trop loin, mais c'est intéressant, on va bien sûr s'intéresser au dernier développement d'Artefact. Mais en 96, c'était quand même, il fallait avoir de l'intuition pour aller sur ces marchés du numérique. Qui étiez-vous à l'époque? Où étiez-vous et comment avez-vous senti que c'était le marché sur lequel il y avait tellement de territoires à conquérir en fait? À l'époque, en fait, j'étais comme pas mal de gens. En fait, on travaillait déjà dans le online, mais à l'époque, on appelait ça le Minitel. Oui. Et donc, j'ai travaillé là. J'étais chez France Télécom. En fait, on travaillait à l'internationalisation du Minitel. Oui. Et je me suis intéressé au sujet avec Emmanuel Henrion, qui lui travaillait dans le domaine de la publicité justement financière. Et on a vu débarquer effectivement l'Internet. Ça avait l'air beaucoup plus moderne et beaucoup plus efficace que le Minitel. Ça avait l'air prometteur. Et donc, on s'est dit, chacun dans son coin, et on s'est associé ensuite. On s'est dit. Emmanuel n'était pas chez France Télécom, lui, du tout. Non, il était dans le groupe Le Revenu français. D'accord. Donc, c'était quand même très pionnier à l'époque, parce que votre modestie dut-elle en souffrir. 96, on est 2 ans après l'arrivée des tout premiers opérateurs Internet en France. Il y avait un modem, ça faisait bip, bip, bip. Voilà, à une époque où quand on évoquait Internet, je me souviens, pour avoir vécu moi-même l'expérience à certains clients potentiels, je me souviens de quelqu'un qui m'avait répondu avec un sourire en coin: vous êtes certain que ça a changé tant de choses? Et donc il fallait vraiment avoir une vision très forte et puis prendre son bâton de pèlerin. Comment est-ce que vous avez convaincu vos premiers interlocuteurs? Et qu'offrait Business Interactive au début? À l'époque, c'était au tout début, donc l'idée c'était de faire comprendre l'intérêt du sujet aux grandes entreprises françaises. Alors au début, c'était d'ailleurs beaucoup la communication financière, c'était les plaquettes des entreprises que nous essayons d'animer et de rendre accessibles un peu partout dans le monde. Ça paraît tellement loin aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on réalise en digital. Oui. Et donc, en gros, voilà, c'était les premiers sujets. Voilà, au lieu que ce soit du format papier, c'est électronique, c'est visible par tout le monde. D'un clic, on peut aller visiter un site révolutionnaire à l'époque. Contrôler directement du site de Saint-Gobain le cours de la bourse en live. Et donc, en gros, c'était les sujets du moment. On oublie. Et depuis, après, petit à petit, on a mis des catalogues, on a essayé d'organiser du e-commerce. Il a fallu combien d'années pour que ça décolle vraiment? Qu'est-ce qui a permis de décoller? C'est le haut débit qui a permis le décollage vraiment? Oui, c'est à partir du moment où on a quitté les modems qui organisaient la connexion entre les ordinateurs et les lignes téléphoniques.
que finalement tout ça a pris corps et que tous les ordinateurs sont retrouvés connectés et le débit a fait qu'en gros on a pu mettre des choses de plus en plus riches. Des services de plus en plus puissants. Arnaud. Business Interactive, ça a été un peu plus d'une dizaine d'années de votre vie, de votre Exactement. activité. 96, de la revente, c'était en 2007, si Exactement. ma mémoire ne me trahit pas. Entre-temps, vous étiez introduit en bourse, vous avez vécu aussi l'explosion de la bulle et donc tous les aléas de cette première génération de business sur Internet. Quelles leçons de management vous en avez tirées ? D'abord, on a eu énormément de chance parce qu'on a vécu en 10 ans ce qu'une entreprise normale vit en 30 ou 40. Puisqu'en gros, le temps de démarrer, d'entrer en bourse, d'avoir de cette première décoller, prise, de revente. Enfin bon, on a réussi à vivre ça en un temps record. Et on a appris plein de choses. Bien sûr. D'abord, pas suivre forcément les modes, être concentré sur les fondamentaux. On a connu une époque où on nous expliquait juste avant d'entrer en bourse que si nous gagnions de l'argent, c'était qu'on n'avait rien compris, on était dans l'Internet, il fallait faire des acquisitions dans tous les sens, avoir des comptes qui soient tous au rouge parce que c'était ça n'avait pas d'importance, l'argent coulait à flot. Après, on a eu la bulle Internet quand même, ce qui était quand même... Vous avez échappé, vous en avez échappé. On n'a pas échappé au fait qu'elle a existé, oui, mais bien sûr. on a, grâce à notre stratégie qui était quand même de rester sur des fondamentaux, avoir une stratégie client vous avez survécu. qui n'était pas uniquement sur les dot-com, mais aussi sur les entreprises, on a réussi à survivre et c'est très important. Alors, quand les observateurs parlent de l'univers Internet, ils ont tendance souvent à mettre en avant la dimension d'innovation. Et puis quand on discute avec les vrais briscards du web comme vous et qu'on leur demande leur clé de succès, c'est davantage le mot de exécution plus que d'innovation qui revient. Vous le confirmez ? Et c'est de plus en plus vrai, on entend la même chose avec les startups aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que finalement sur les discours globaux, finalement tout le monde arrive à les consensus convaincre tout le monde et donc finalement tout le monde finit par répéter la même chose. Donc il faut délivrer. Mais en réalité, l'exécution est capitale. Et surtout, en fait, pourquoi ? Parce que c'est les clients qui la vivent, l'exécution. Donc, si on veut garder nos clients, progresser avec eux, il faut qu'on ait une exécution irréprochable. Et à ce moment-là, on arrive à avoir une croissance sereine et construite sur des fondamentaux solides. importants. Alors François de la Villardière, vous auriez pu vous arrêter, vous avez bien vendu à Publicis, pour autant vous êtes reparti à la guerre, la guerre étant la création de nouvelles entreprises. Quelle a été l'envie, quel a été le moteur et quel a été votre choix pour la suite des événements ? Bon, ça a été en fait aussi une question d'opportunité. En fait, pas une stratégie de vouloir absolument faire quelque chose pour faire quelque chose, pour m'occuper. J'avais eu l'occasion de faire divers investissements et j'arrivais à m'organiser une vie assez sympa. Mais il se trouve qu'il y avait un fonds, le fonds Nobel, qui est rentré chez NetBooster l'été dernier et quelqu'un m'a appelé en me disant « Ah, tu connais peut-être NetBooster ?» Il se trouve que c'était une société qu'on avait failli acquérir du temps de Business Interactive, donc, puisqu'on était nés à peu près à la même époque. Oui. Et je lui dis oui, ça, je connais. Donc j'ai fait ma petite audit et je me suis dit non, mais là, il y a quelque chose à faire parce que ça reste une société qui était centrée sur ces métiers de médias digitaux et qu'ils ont fait ça pendant 20 ans. C'est une société qui est devenue internationale. Toujours dirigé par ses fondateurs ou pas ? Non, justement. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que finalement l'opportunité pouvait se concrétiser quelque part. Oui. C'est qu'en même temps, elle n'avait plus de fondateurs, il n'y avait que des financiers autour de la table, des managers qui n'étaient pas en équation, enfin en ligne directe avec les intérêts des autres actionnaires, une stratégie qui commençait à plus être très claire. Il fallait réincarner donc, je me suis dit, il y a quelque chose d'anormal. Et l'envie est revenue, il y a un très bel actif. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à faire. Alors, du coup, vous avez fait quoi ? Vous êtes devenu président du conseil d'administration, c'est ça ? Alors, je suis devenu président du conseil d'administration. Vous avez racheté ou pas ? Vous avez réinvesti ? Alors, j'ai réinvesti, mais pas suffisamment pour avoir la majorité de décider tout seul de quoi faire. Oui. donc, j'ai mis aussi un peu d'argent. Oui. Et donc, j'ai mis en marche un peu ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire une nouvelle stratégie. Donc, nécessité de mettre des dirigeants et des actionnaires qui aient les mêmes intérêts. J'avais identifié aussi une problématique industrielle, puisque NetBooster était très focus sur la data. Il manquait les piliers de l'intelligence artificielle, de la data. Et donc, du coup, j'étais tout de suite à la recherche d'une opportunité et ça a été ma rencontre avec Artefact. Alors, parlez-nous d'Artefact et après, on va faire le lien. Alors, c'était qui avant que vous n'arriviez à Artefact ? Alors, Artefact, c'est effectivement 3 polytechniciens qui ont décidé de s'intéresser au marketing. En fait, c'était pas évident. C'est une entreprise jeune, elle a été fondée en 2015. C'est vraiment une de ces pépites là, de la tech qui émerge. 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et donc, c'est des dirigeants qui se sont dit, c'est vrai qu'on est des ingénieurs, mais finalement, il y a quand même un business qui n'a pas été chamboulé par la data et l'intelligence artificielle.
Les taxis l'ont été, mais finalement, le domaine du marketing a été très peu impacté. Pour le moment. Et finalement, les Big Six ont racheté un peu toutes les boîtes qui bougeaient. Et puis finalement. Big Six sont des agences de pub pour l'essentiel. Oui, les grandes agences de pub n'ont pas finalement vraiment apporté les révolutions nécessaires à ce métier. D'accord. Et donc, ils se sont intéressés au marketing digital, à la data. Avec succès. Et avec succès, puisqu'en gros, en moins de 4 ans, ils ont 10 millions de marge brute, ils ont des taux de croissance hallucinants. D'accord. Et comme clientèle les clientèles, oui, alors en fait, beaucoup de secteurs qui ont été chamboulés par le monde de l'Internet. Donc, par exemple, un de nos principaux clients, c'est Accor Hotel. Donc, vous voyez Bazin qui est très là-dessus. Quoi. Ouais, et donc, très aidé par Bazin. Voilà, donc ça a été un secteur qui est quand même chamboulé par les bookings, les hotels.com, etc. Donc, en gros, ils ont déjà très en avance là-dessus. Oui. On a comme clients Emirates, Orange. Enfin, donc, c'est des clients qui manient beaucoup de data, qui ont des relations importantes avec les consommateurs et dans lequel le marketing a ses de nouveaux enjeux, quoi. Comment on réussit le bon rapprochement entre ces deux entreprises? Alors on voit qu'il y a une proximité assez évidente entre vos domaines d'activité à l'une et à l'autre, mais d'un côté on a une entreprise qui, même si elle s'est développée rapidement, Artefact reste une PME d'environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, de marge brute. D'un autre côté on a un groupe qui est quand même un peu plus installé, c'est 130 millions de chiffre d'affaires, mais à peu près une quarantaine de millions de marge brute. Donc, voilà, donc il faut réussir une fusion. Il y a deux cultures d'entreprise qui sont pas tout à fait les mêmes, même si les univers sont proches. Il faut réussir à attirer, intégrer ces talents sans écraser complètement la dynamique. C'est quand même un travail au pèse-lettres. J'ajouterais aussi, François, quand même, comment vous êtes imposé vis-à-vis de ces deux cibles. 3 ingénieurs polytechniciens qui avaient leur propre boîte, une dans laquelle vous revenez après avoir été en tant que président peut-être de cette économie-là. Ouais. Comment on fait tout ça, effectivement? C'est pas facile. Alors, chez NetBooster... En si peu de temps, en plus. En si peu de temps. Oui, effectivement. D'abord, il y a un facteur chance quand même, parce que il y a toujours un peu de chance dans les arriver à régler ces problèmes importants en une année, finalement, c'est... Il n'y a pas que de la chance en général. Il y a beaucoup de travail aussi en général. Oui, non, mais bon, après, il faut que tout ça combine. Il fait un bon terrain et un peu de chance. Oui. Et après, il se trouve que ce que je décris là était ressenti en fait par l'ensemble des managers de la boîte. Des deux boîtes Non, alors du côté NetBooster, il y avait un manque de stratégie. Il y avait un vrai déficit qui était ressenti chez les clients, d'avoir cette expertise data et d'expertise en intelligence artificielle et de conseil qui nous permettrait d'avoir un bien meilleur taux de succès dans les appels d'offres. Donc en gros, ça, les gens de NetBooster ont tout de suite compris l'intérêt. Oui. Voilà. Les gens d'Artefact, eux, ça les intéressait de rejoindre un groupe qui était déjà international, plus 70% du chiffre d'affaires maintenant est déjà à l'international. Donc eux qui s'étaient développés qu'en France, d'un coup, ils avaient accès à une boîte installée avec des clients en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, à Dubaï, à Shanghai. Et donc en gros, ils ont vu une opportunité d'accélérer énormément ce qu'ils avaient réussi à faire en France, dans les différents pays, avec en plus cette complémentarité industrielle. Vous avez pris le nom d'Artefact, en fait? Alors, on a pris le nom d'Artefact. C'était un risque d'abandonner cette marque NetBooster qui avait quand même une solide réputation sur le marché? Oui, c'était pas un gros risque parce que d'abord, c'était un peu vieillissant en France. D'accord. Et il se trouve que le groupe ayant été... s'étant développé surtout par acquisition, il y avait cohabité plusieurs marques dans différents pays. Donc, en gros, il n'y avait pas une culture NetBooster worldwide très forte. Worldwide, d'accord. Voilà. Okay. Et puis Artefact, après, non, mais il y a aussi un autre point pour revenir à la question, c'est qu'en gros, l'acquisition, enfin la fusion s'est faite et en même temps, moi, j'ai mis en jeu mon poste de directeur général en disant, attendez, les gars, c'est à vous. Donc la boîte, ça va être les dirigeants d'Artefact qui allaient la diriger. Les trois. Il y a surtout Vincent Luciani et Guillaume de Roquemorel qui sont plus impactés dans le manager. Philippe Rollet, lui, étant plus dans la partie technique. Mais pour autant, il reste dans l'aventure. Mais bien sûr. On aurait pu penser qu'ils avaient les clés. Ils ont opérationnel, c'est les patrons d'Artefact, c'est eux. Ils deviennent patrons du groupe, c'est ils deviennent effectivement les patrons du groupe. Et c'est intéressant en termes de gouvernance, justement, le choix qui est le vôtre. Et donc, votre rôle de président du conseil d'administration, vous le concevez comment ? Alors que vous avez justement ce binôme-là qui va être à la gestion quotidienne du nouvel ensemble. Effectivement. Donc la chance que j'aurai, c'est d'avoir, ayant même un peu participé à la direction générale du groupe, je vais essayer de les aider et de comprendre bien leur problématique. Donc, mais je vais rester très impliqué dans la stratégie, dans le comment faire pour qu'en gros, ce qu'on a décidé, c'est-à-dire quand même doubler de taille dans les 3 prochaines années, de manière organique, plus faire des acquisitions stratégiques. Doubler de taille de manière organique en 3 ans, puisse se réaliser. Donc en gros, voilà, l'avantage c'est qu'on n'a pas tout à fait le même âge, on n'a pas tout à fait les mêmes qualités.
C'est de la Et complémentarité. donc on va essayer d'être complémentaires. Alors cette ambition là de croissance organique, elle repose entre autres sur ce positionnement, je le rappelais, une offre intégrée, ce concept de one-stop shop, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez apporter de singulier à vos clients ? En fait, ce qui est singulier, c'est qu'on est unique parce que en fait, la data et l'intelligence artificielle sont des nouveaux sujets qui apparaissent et dans lesquels des entreprises qui ont un pool d'ingénieurs, on est quand même 250 en France, dont à peu près 120 ingénieurs spécialisés sur le sujet, et tout à fait exceptionnel, même dans les grands... Dont on sait Big qu'en Six. matière d'IA, c'est quand même l'une des clés du demain, c'est les talents. C'est les clés demain. Donc en gros, on a cette singularité d'avoir un positionnement où on est capable, sur le plan stratégique, d'avoir des vrais inputs marketing auprès des grands comptes. On est capable de comprendre ce que c'est que la donnée, des data lakes, des outils pour organiser ces données. Et enfin, on est très spécialisé dans le média digital et donc on est capable d'acheter, de faire fonctionner des moteurs de recherche, des sites importants comme Amazon. Qui sont vos clients ? Qui sont bien sûr... Enfin non, Amazon, ce sont nos partenaires. Oui. Eux, ce sont des grandes plateformes dans lesquelles on organise des investissements médias pour nos clients. Bien sûr. Dans une entreprise comme la vôtre, la gestion des talents, c'est quelque chose de vraiment stratégique. On sait qu'il y a une vraie guerre des talents, on se les dispute, donc il faut réussir à les repérer, les attirer, il faut ensuite les fidéliser. Comment est-ce qu'on organise tout ça ? Pas se les faire piquer par Amazon et les petits copains de la Silicon Valley. Il y a beaucoup de candidats pour les data scientists, donc c'est pas facile de les garder. Exactement. Pour les recruter d'abord. Alors en fait, ce qui est utile et sympathique dans ce créneau, c'est qu'en gros, les meilleurs veulent aller toujours dans les mêmes endroits. Alors, donc il faut être un de ces endroits, en tout cas. Il faut être un de ces endroits, en fait. Alors pour être ces endroits, déjà, il faut avoir une bonne image. Alors, il se trouve que Artefact a une très bonne image parce que les 3 fondateurs sont polytechniciens, parce qu'ils sont passés par McKinsey, parce qu'ils ont mis en place des process de recrutement très pointus et très compliqués, qui fait qu'en gros, les meilleurs sont intéressés d'aller dans les meilleurs endroits et donc, en gros, ils sont intéressés par Artefact. Il y a des mécanismes de cooptation qui se mettent en place aussi. Bien sûr, des mécanismes de cooptation. Et puis, en plus de ça, il faut avoir des projets sympas. Alors, parce qu'aller travailler chez Carrefour, faire de l'intelligence artificielle dans une province compliquée ou avoir des beaux bureaux dans le 9e avec différents sujets, différents clients, différentes opportunités, c'est pas pareil. Donc vous avez ces talents et maintenant il faut les conserver. Comment on les conserve d'ailleurs ? On les paye plus cher, on les associe ou pas ? On a un système de management que seule une petite boîte peut proposer, je dirais, par rapport aux grands mastodontes. Et donc, effectivement, il faut les intéresser, il faut parler d'actions gratuites, il faut proposer des systèmes de management où il y a des upgrades tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de parcours qui sont... Je me demande toujours organisé. Quand on fait, moi qui ne suis pas du tout techno et qui suis passionné par tout ça, je me demande comment on continue à se tenir up-to-date par rapport à cette espèce d'accélération technologique quand on entend en permanence ce qu'est en train de réaliser l'intelligence artificielle, quand on pense à son impact, quand on pense à tous ces génies qui bossent partout. Comment est-ce qu'on arrive à garder son leadership et même à multiplier par 2 son chiffre d'affaires sur une période aussi courte ? La vision, comment on l'entretient, la vision, dans une technologie aussi mouvante en fait ? Alors c'est grâce à notre positionnement qui n'est pas de faire de la technologie mais d'être conseil en fait. Oui. Donc en gros, nous, on regarde toute technologie et puis on essaie de les identifier, on les comprend, on les fait fonctionner et on les change chaque fois que nécessaire. Vous êtes plus dans l'utilisation de technologies existantes, sa combinaison, que dans la création de ces technologies. Exactement, parce que après c'est un autre métier de faire de la technologie, c'est hyper risqué, il y a des millions qui sont déversés. Ça coûte très cher, justement. Ça coûte très cher, et c'est aussi cher que risqué d'ailleurs, parce qu'effectivement, on voit à quel rythme les choses deviennent démodées ou sont changées par une autre. Justement. Voilà. Donc nous, notre pari, c'est d'être conseil. Un assembleur, en fait. C'est un assembleur, c'est d'être capable de changer de technologie chaque fois que nécessaire, et tout ça pour servir les intérêts de nos clients. François, il nous reste moins d'une minute. François de la Villardière, vous prenez votre pied comme la première fois ? Écoutez, moi, j'avais mis 10 ans à faire la première expérience. Là, j'ai l'impression d'avoir mis 1 an à faire la seconde. Ah oui, c'est ça, oui. Puisqu'on prend une année, oui, effectivement. Donc, j'ai pris la direction générale. On a eu cette organisation avec Artefact qui, en gros, ont résolu plein de problèmes, actionnariat, management, positionnement. Et puis, en plus, on vient de lever 15 millions d'euros la semaine dernière. Vous l'avez vu, bien sûr. Qui nous permet, en plus, d'asseoir le rythme de notre croissance avec beaucoup de sérénité. Donc vous prenez le même plaisir que la première ? Complètement différent, j'imagine. Différent, parce qu'avant c'était moi le plus jeune, maintenant je suis le plus. Ça c'est pas forcément sympa. Ces cycles-là aussi s'accélèrent, vous savez, au fil du temps. Non, je sais pas, mais enfin en tout cas c'est un fait. Eh ben bravo en tout cas, faites-nous une belle aventure comme la précédente. Merci François de la Villardière. Je rappelle que vous êtes désormais le président d'Artefact. Vous restez avec nous, on accueille juste la niaque de la semaine, une niaque double avec Bénédicte Sanson, la déléguée générale du MoveJ, et Johan Hébert. Vous allez voir pourquoi il nous vient aujourd'hui, parce qu'il vient nous parler de la naissance du MoveJ Angels, un nouvelle
club d'investisseurs et de business angels. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Allez, la niaque cette semaine, c'est une niaque un peu particulière, Arnaud, puisqu'on accueille le tout nouveau président du club Movie Angels, Johan Hébert, qui est également le fondateur de Natipsis, et puis Bénédicte Sanson, qu'on accueille régulièrement. Bonjour Bénédicte, délégué général du Mouv'J. Effectivement, donc nos niaques sont des amis de longue date, entre eux et de cette émission. Bénédicte est donc la déléguée générale du Mouv'J, vous le rappeliez, et Johan a été notre invité lorsqu'il présidait aux destinées de Natipsis, le TI qu'il avait fondé, qu'il a récemment cédé. Mais donc, s'ils sont tous les deux de retour à ce micro, c'est pour une initiative conjointe, c'est la création de ce club Mouv'J Angels. C'est la première fois, semble-t-il, qu'il y a un club d'investisseurs qui se crée ainsi dans le prolongement de l'action d'un réseau d'accompagnement des entrepreneurs. Et donc, on s'est dit que c'était une initiative qu'il fallait non seulement faire découvrir, mais qui pouvait inspirer peut-être d'autres organisations. Oui, et qui me surprend parce que chaque fois que je dis est-ce qu'ils ont le droit d'investir, on disait non jusqu'à présent. Donc j'aimerais comprendre ce qu'il a fait changer d'avis. Mais dans leur mandat, effectivement, de mentor au Mouv'J, ils ne peuvent pas. Voilà. Mais après, il y a des nouveaux possibles qui s'ouvrent. Expliquez-nous justement, Bénédicte. Voilà, effectivement, ce qui est très important, c'est qu'on ne change pas les fondamentaux du mentorat. Un mentor ne peut pas investir dans la société qui l'accompagne pendant toute la durée du mentorat et pendant 1 an après la fin de son mentorat. En revanche, on est parti d'un constat, c'est que les jeunes entrepreneurs du Mouv'J cherchent toujours à lever de l'argent, que ça leur prend beaucoup de temps et que de nombreux mentors sont également business angels. Qui ont vendu leur boîte pour certains et qui ont envie d'investir aussi et qui investissent d'ailleurs. Ont vendu leur boîte, effectivement. Et donc, c'est ce double constat qui nous a amené à nous dire mais pourquoi ces jeunes ne pourraient pas bénéficier des investissements qui sont faits par les mentors. Plus d'1 an après le mentorat, on peut se dire effectivement le risque de conflit d'intérêts se dissipe un petit peu. Alors Johan, on évoquait justement le fait que vous avez vendu votre entreprise. Vous étiez déjà investisseur avant d'être président de ce nouveau club ? J'étais déjà investisseur effectivement avant d'être président de ce club. Je suis dans une dynamique d'investissement depuis quelques années sur des sociétés qui ont la typologie de celle du Mouv'J. Donc tout est parti en fait d'un échange avec Dominique Restino il y a quelques mois maintenant, fondateur du Mouv'J. Vous avez été mentor j'ai été mentor mentoré à l'IME, j'ai été mentoré à l'IME, mentor à l'IME, mentor au Mouv'J. Donc vous connaissez tout. Voilà, je connais bien la maison. Je pense que c'était important pour réussir à construire ce club aussi au sein du Mouv'J parce qu'il y a cet élément important dans les valeurs du Mouv'J qui est qu'un mentor effectivement n'investit pas dans la société de son mentoré. Et donc c'est quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en compte dans la constitution de ce club avec toutes les valeurs qui vont autour du Mouv'J pour avoir quelque chose d'extrêmement particulier qui réponde à la fois aux besoins de financement des sociétés mentorées au sein du Mouv'J, mais dans le cadre particulier qui est celui du Mouv'J. Justement, quelle va être la différence avec d'autres clubs de business angels ? Ces valeurs, justement, en quoi vont-elles impacter votre fonctionnement et en quoi vont-elles rendre tout cela différent ? La première chose qui est importante à savoir, c'est qu'un mentor ne peut devenir business angel que s'il a fait une relation mentorale complète. Donc, s'il est au moins mentor depuis 1 an, qu'on puisse vérifier effectivement qu'il est bien en adéquation avec ses valeurs de bienveillance, de confiance, et après, il peut rentrer dans le club. Ensuite, il peut rentrer dans le club. Et c'est la même chose pour les mentorés. On ne vient pas au Mouv'J pour chercher de l'argent, on vient au Mouv'J pour chercher un accompagnement par un entrepreneur, donc pour chercher du mentorat. Et ça n'est qu'une fois qu'on a largement démarré le mentorat, qu'on peut éventuellement postuler au club de business. Qu'apporte le club ? C'est-à-dire qu'on co-investit avec plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs ? Pourquoi un club ? Ça sert à... Vous pourriez continuer à faire vos business tout dans votre coin et vos investissements sans passer par le club. Qu'est-ce qu'il apporte à ses membres, ce club ? Alors, aux mentorés, déjà, parce qu'on est vraiment sur un club fermé, donc il s'adresse aux mentorés et aux mentors du Mouv'J qui sont déjà au sein du Mouv'J. On ne financera personne d'autre que des gens mentorés par le Mouv'J. Tout à fait. Ça représente quand même quelques dizaines ou même centaines d'entrepreneurs. Qui représente quelques centaines d'entreprises déjà, donc il y a effectivement de quoi faire et c'est ce qui a mené aussi à la création de ce club. C'est qu'on a mené une étude qui nous a démontré que les sociétés du Mouv'J levaient de l'argent, beaucoup d'argent et levaient de l'argent auprès de business angels. L'intérêt de ce club pour les mentorés, c'est qu'ils vont se retrouver avec des business angels qui partagent les valeurs du Mouv'J, qui sont des mentors au Mouv'J, donc qui sont des entrepreneurs et qui ont vécu une forte croissance. Et ce que ça va leur apporter, c'est du capital, bien sûr, parce qu'ils sont en train de lever des fonds, mais bien plus que cela, parce qu'ils vont avoir au sein de leur entreprise, en tant qu'investisseurs, des personnes qui sont des entrepreneurs et qui sont bienveillants, qui sont mentors par ailleurs au Mouv'J. Pour les mentors, ce que ça apporte, c'est un deal flow extrêmement qualifié, parce que le Mouv'J sélectionne, de par son existence même, des sociétés à fort potentiel, des sociétés... Avec de très beaux succès, on les suit depuis de nombreuses années. Tout à fait. Des sociétés qui sont sélectionnées et qui ensuite sont accompagnées. Donc pour un investisseur,
Oui, ça limite. C'est pas que ça limite les risques, mais on est en sécurité, on est en confiance. Oui, les investisseurs nous disent toujours que c'est la rencontre, et c'est le profil également des dirigeants et des fondateurs de ces entreprises qui sont déterminants. Ça permet également de les repérer et de mieux les qualifier. De mieux les qualifier parce qu'elles ont été préqualifiées effectivement par le MOJI, de les requalifier ensuite dans une démarche d'investissement, et puis de savoir que ces entreprises sont des entreprises qui sont mentorées par ailleurs, alors par d'autres personnes que celles qui investissent, mais qui sont accompagnées. Bien sûr. Que ce soit par le dispositif de mentorat ou par le MOJI, parce qu'il y a d'autres services au sein du MOJI, et on sait très bien que les sociétés qui sont accompagnées ont des chances de succès plus importantes que les autres. On ne va pas parler d'études de marché, mais est-ce que vous avez une estimation des besoins de vos mentorés actuellement, idéalement combien d'argent attend d'être levé parmi ces dizaines et ces centaines d'entreprises du MOVJ? Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur les 2 dernières années, on a mené une petite étude, il y a un quart des sociétés mentorées au MOVJ qui ont répondu à cette étude, elles ont levé 25 millions d'euros sur les 2 dernières années. D'accord. C'est une cinquantaine de sociétés, donc à peu près 500 cas en moyenne de levée. Et en 10 secondes, on a une idée du potentiel d'argent qui pourrait être disponible sur l'ensemble de ces investisseurs qui vont rejoindre le club? On a un potentiel de 200 mentors au sein du MOVJ. Si chacun met... je vous laisse le calcul. Il peut y avoir une arithmétique assez sympathique derrière. Bon. Voilà, effectivement. Eh bien, écoutez, merci infiniment à tous les deux. Merci à Johan Hébert, le nouveau président du club MOVJ Angels. Merci Bénédicte qui reviendra probablement dans 15 jours avec un de vos mentorés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'entrepreneurs. Bonne fin de semaine à tous et à très vite. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.